On a touché le S&P 500 à 5000 points. Qui l'aurait cru il y a encore 1 ou 2 ans? Moi le premier. Je n'en demeure pas. Heureusement que j'ai un peu flip de biais avant que ça ne soit une catastrophe. Mais voilà, les 500 plus grandes compagnies à 5000 points, hein. Ce serait plus US 500, mais US 5000 maintenant. Mais ouais. Ouais, donc je veux dire ça sans commentaire, hein, ça continue à push, les résultats économiques restent encore extrêmement solides. Il y a eu une petite crainte à un moment quand Powell, enfin voilà, c'est tout ce qui est jeu de marché, hein, donc le marché prévoit une baisse de taux parce que l'inflation se résorbe. Powell dit que non, il n'y aura pas de baisse de taux, là où les marchés s'attendaient à une baisse de taux. Les marchés flippent, tout le monde le dollar skyrock un petit peu, donc le dollar, voilà, le dollar est remonté un coup, donc les marchés sont impactés sur le coup. Et pour autant, une fois que la volatilité se tasse de nouveau, on se remet à faire une lessiveuse haussière, hein. Donc voilà, 5000 points. Donc, quand on se met en monthly, c'est quelque chose. En trimestriel aussi. Et puis voilà, donc ça surfe, on reste dans la grosse narrative de au pire, on a une stagflation, au mieux, un soft landing. Donc les marchés en fait n'ont aucune raison de baisser. Il y a eu pas mal du coup de earnings qui sont sortis les dernières semaines, que ce soit des grosses sociétés, Meta, Microsoft. Il va y en avoir encore quelques-uns qui vont être importants, hein, notamment Nvidia. Il me semble que Nvidia, prochain earning, ça va être 21 février. Donc on a encore deux petites semaines. Mais sinon, tous les autres earnings ont été plutôt bons, voire même très bons pour certaines boîtes, hein, quand on pense à Meta notamment. Apple, c'était clairement dans les attentes. Tesla, il me semble que ça avait un peu déçu. Voilà, le marché était un peu déçu. Après, voilà, Tesla, c'est pareil, hein, c'est un market cap extrêmement volatile avec le nombre énormément de traders retail dessus. Donc ça fait souvent des folies. Donc les résultats n'étaient pas dingues. Le marché en a été impacté, hein, et comme je dis, hein, maintenant je sens que même la société Lilly est du coup passée devant en termes de market cap, si je ne m'abuse, 700 milliards, là où Tesla, tac, non, hop, 600 milliards. Donc voilà, Lilly est passé devant Tesla et va pour moi assurément rejoindre les stocks à 1 trillion dans les prochains mois, années peut-être, hein. On n'en sait rien de combien de temps ça va mettre. Donc moi je suis extrêmement content, n'ayant pas de Tesla mais ayant énormément de Lilly, forcément le biais me donne plus envie quand même de posséder, d'être content que Lilly monte que Tesla monte, hein. Donc voilà, donc je veux dire, que dire, il n'y a pas énormément de choses à commenter sur le S&P, tout est maintenu. Il faudra encore continuer à surveiller les chiffres, donc que ce soit inflation, emploi, voilà, je veux dire, ça fait maintenant des semaines, des mois, voire presque au moins plus d'une année, que le marché est vraiment accroché à ces données parce que il y a eu une volatilité historique, hein, depuis le Covid, avec l'énorme explosion de l'inflation après la résorption de l'inflation. Et maintenant la question de est-ce que l'inflation retourne vers 2, on se remet à accélérer à 4-5, ce qui forcerait pour moi pas forcément la Fed à monter les taux, mais en tout cas à pas les descendre. Là après on reparle du jeu, hein, qu'il y a entre le marché et des économistes de la Fed. Le marché anticipe une baisse de taux, on attend que la Fed parle, la Fed dit que, comme quoi celle-ci ne baissera pas les taux. Le marché est secoué à court terme, ok, on repousse les anticipations de coupure de taux au mois d'après, et on peut jouer à ce jeu-là assez longtemps jusqu'à ce que vraiment l'inflation retourne vraiment à 2%. Donc la question c'est toujours pareil, est-ce que l'inflation retourne à 2% tout en gardant un niveau économique satisfaisant, hein, donc niveau économique, c'est-à-dire le plein emploi, hein, typiquement, parce que forcément, si on retourne rapidement à 2%,
quand je dis rapidement, on passe il me semble à l'heure actuelle, on a entre 3,6 et 3,7% d'inflation. Dans 2-3 mois, si on est de nouveau à 2 voire 1,5% d'inflation, ça veut dire que quelque chose cloche. Hein. Il y aura sûrement une énorme explosion du nombre de chômeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas, parce que c'est signe certain de récession, typiquement. Donc quelque chose à casser sur le marché. Là, effectivement, la Fed va baisser le taux, hein, mais pas pour les bonnes raisons. Elle va baisser le taux parce que quelque chose a cassé dans l'économie. Donc là, on peut s'attendre que justement, il y a des gros pullbacks sur le marché. Mais tant que rien ne casse dans l'économie, il y a la question de où va l'inflation, et si celle-ci retourne vraiment vers les 2%, il faudra pas hésiter, enfin la Fed ne va pas hésiter à rebaisser les taux, hein, parce que si effectivement l'inflation retourne à 2,5%, avec des taux directeurs de la Fed à 5,5%, il y a de la marge pour baisser les taux. On est effectivement dans ce qu'on appelle un taux réel positif, des taux de la Fed supérieurs au taux de l'inflation. Donc normalement, on a assez freiné l'économie sans la casser, qui serait pas non plus presque du jamais vu. Mais voilà. Et derrière, il y a aussi, j'avais vu un peu le discours de Powell, il me semble qu'il avait parlé dimanche soir, notamment sur la politique de la Fed, et notamment il a fait pas mal de commentaires sur ce que Yellen faisait. Hein. Donc Yellen, qui est un peu la chef, la banquière du gouvernement américain, qui en ce moment, forcément, vous savez bien, le gouvernement américain emprunte massivement de l'argent pour financer sa propre dette et financer ses investissements, que ce soit dans les cheap partisan bills, donc tout ce qui était investissement dans les semi-conducteurs, investissement dans les guerres, par exemple en Ukraine, jusqu'à ce qu'effectivement, quand on regarde la dette dette US, peut-être en anglais sera mieux, US, dette US. Hop. Alors montrez-moi une jolie courbe si vous voulez, s'il vous plaît. Alors il y a beaucoup de chiffres, on se croit dans un casino. Juste. Chart. Hop. Voilà une charte, mais elle n'est pas super sexy. Hop. Ok, donc là on voit forcément une dette qui est monstrueuse depuis du coup les années 70. Et quelque chose d'un peu moins biaisé, ce serait la dette par rapport au PIB. Tout GDP en anglais. US, ce sera mieux. Hop. Donc on peut voir. Rien de remonter temps. Hop. Que effectivement depuis le Covid, en fait même depuis le Covid, il y a eu une énorme explosion. Attends, Federal Debt as Gross Product. Alors, celui-là sera mieux. Donc voilà, on voit typiquement, depuis les années 2000, la dette n'a fait qu'augmenter, qu'importe, et en fait la dette a une croissance supérieure à celle du PIB. Typiquement, ce qu'on veut quand on emprunte de l'argent, c'est d'avoir un rendement supérieur à la dette qu'on a. Pourquoi ? Pour payer pour payer forcément l'intérêt qu'il y a sur la dette, mais en plus pouvoir la rembourser. Bon, certes, on n'a pas les mêmes taux qu'à l'époque en 2020, donc la dette est beaucoup moins lourde en soi qu'elle pu l'être à l'époque. Mais celle-ci reste quand même massive, surtout là où on a les taux américains qui sont montés fortement pendant le Covid.
On imagine que la dette entre avant le Covid et après le Covid, elle a fait presque 30 ou 40% d'augmentation. Mais en plus, les taux d'intérêt ont fait x4 à x5. Donc, ce sont 4 fois plus lourds. Donc, on va dire, overall, la dette a coûté 2 fois plus cher après le Covid. Donc, typiquement, c'est pas quelque chose qu'on a envie, en fait, de fuel. Donc, ce que disait Powell, c'est que forcément, il avait une inquiétude autour de la dette américaine. Parce qu'à court terme, on va dire, on s'en fout toujours un peu de la dette à court terme, jusqu'au moment où, effectivement, il faut rembourser au moins un moment. En tout, pas forcément la rembourser, mais réduire sa consommation. Donc là où le gouvernement américain va s'endetter énormément pour financer des emplois publics ou des emplois, je sais pas, privés, en donnant de l'argent plus facilement à X ou Y société, celui-ci justement va se restreindre, donc réduire ses investissements, je sais pas, dans les routes. Donc forcément, ça va impacter énormément d'entreprises privées. Réduire ses coûts publics, que ce soit dans l'armée, que ce soit, je sais pas, dans ses services, dans les services publics. Et typiquement, ça ne fait, vous imaginez bien, pas forcément plaisir au marché financier. Que là où l'Amérique, typiquement, les US s'endettaient pour faire pousser l'investissement, pousser leur production, leur PIB, et intrinsèquement pousser leur marché financier. Si celui-ci se met à freiner ses dépenses, voire même dépense beaucoup, beaucoup moins, ça pourra aussi avoir un impact notable sur les marchés financiers. Parce qu'un impact réel sur l'économie, avec une augmentation forcément du nombre de chômeurs. Plus de chômeurs, moins de dépenses des ménages, des entreprises qui s'enrichissent beaucoup moins. Donc en fait, il y a un énorme acteur qui pousse aussi, pas forcément le quantitative easing que la Fed a fait à un moment, qui est de racheter dans l'économie qui n'est pas forcément réelle. Le quantitative easing ne booste pas forcément intrinsèquement l'économie réelle. Mais par contre, le gouvernement américain qui, lui, s'endette énormément pour, payer sa dette passée, et deux, dépenser pour augmenter ses dépenses dans tout ce qui est infrastructure publique, celui-ci, justement, permet d'avoir une économie réelle beaucoup plus forte. Donc c'est quelque chose, justement, pendant le discours de Powell, l'interview de 60 minutes que Powell a fait dimanche dernier, c'est clairement une de ses craintes que le gouvernement américain, ne sache pas contrôler ses dépenses, et que à terme, il y aura forcément un impact, parce que on peut pas juste s'endetter. On dit toujours que les entreprises, que les pays peuvent s'endetter ad vitam aeternam, mais il y a quand même une limite à celui-ci. Et justement, les US sont en train d'aller s'amuser à potentiellement taper dans cette limite. Surtout, en fait, il n'y a pas forcément de limite, mais on ne peut pas se permettre d'avoir une croissance de la dette aussi forte qu'à l'heure actuelle. Il y a forcément un moment, si en fait on reste sur une croissance de 10% tous les ans, 10, 20, 30%, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, vous imaginez bien que dans 10 ans, ce serait une somme considérable. Ce qui est déjà à l'heure actuelle, les sommes à l'heure actuelle sont considérables par rapport à il y a 10 ans. Donc en fait, c'est aussi un acteur fort, un acteur direct qui permet aussi que les marchés financiers montent. Voilà. Mais pour l'instant, je veux dire, à l'heure actuelle, au court terme, je veux dire, on n'a clairement pas de signe avant-gardiste de troubles économiques, à part justement un retour de l'inflation forte qui forcerait la Fed à remonter les taux et à réduire l'investissement. Mais pour l'instant, c'est absolument, je ne vais pas dire idyllique, parce que c'est idyllique, ce serait du côté merveilleux, mais plutôt, pour moi, clairement, la Fed ne montera plus jamais ses taux, en tout cas pour ce cycle économique, pour ce cycle d'inflation. Je ne vois pas du tout l'inflation remonter à 6, 7, 8%, donc au-dessus du taux directeur de la Fed, qui forcerait celle-ci à remonter ses taux. Donc après, c'est totalement mon biais. Et surtout, si effectivement on remonterait à 6-7%, ça sera surtout, à mon avis, de l'inflation aussi énormément énergétique. C'est celle-ci aussi qui a fuel le premier pic d'inflation qu'on a eu après Covid. Et à l'heure actuelle, en tout cas,
quand on regarde les cours du baril de pétrole, il reste totalement stable. Après, à voir effectivement si l'Arabie Saoudite continue de couper ses approvisionnements, la Russie ou autre, on pourrait justement avoir une réaccélération de celle-ci. Donc typiquement, quand même, voilà, faut pas oublier qu'il y a une corrélation forte entre inflation et prix du carburant. Mais pour l'instant, celui-ci ne montre aucun signe de justement gros rebond. Je pense qu'on risque de ranger pas mal de temps dans le secteur. Et comme je dis, au pire, on a cette stagflation. Donc pour moi, je suis plus depuis même un moment, et heureusement, j'ai envie de dire, du côté de récession, un, parce que les prix m'ont fait mentir, et deux, parce que les datas économiques restent encore extrêmement fortes. Donc, pourrait crier pendant 3 ans d'affilée qu'on aurait une récession et au bout de 3 ans, j'aurais raison. Mais en soi, si pendant 3 ans, j'étais en train de shorter le marché, j'ai beau avoir raison à la 3e année, je risquerais de pas forcément être super en gain, quoi. Donc voilà un peu pour le topo du côté Amérique. En tout cas, indice. Hein, donc le Nasdaq, pareil, lui, il va atteindre les 18K. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler vite fait? On peut parler, soit on fait crypto, soit je passe directement aux thématiques. Il y a quelques trucs à dire. Je pense que je vais passer thématique. Juste au moins de parler des 2 entreprises qui ont eu leurs résultats. Hein. Donc Novo ont publié leurs résultats, qui étaient, je vais faire pas mal de posts dessus, donc qui seront amenés à être publiés. Novo et surtout Lilly. Typiquement, Lilly, il avait une des présentations, donc c'est leur présentation que vous pouvez retrouver sur leur site. Hein. Donc ils ont eu des très bons chiffres par rapport à ce que le marché attendait. Et on voit notamment, forcément, que les US ont une énorme partie de leurs revenus. Mais surtout, ça, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est ici. C'est un graphe, on va dire, assez simple. C'est à l'époque, Gross Product, New Product. Leurs nouveaux produits, donc ce qu'on appelle le Mounjaro, donc c'est typiquement ce qu'on parle depuis maintenant plusieurs mois, hein, c'est leur nouveau médicament GLP. Et bah celui-ci fait un tapage. Donc on voit la croissance de leurs nouveaux produits sont une croissance extrêmement forte. Donc celui-ci, là où jusqu'à, je sais pas, ils ont mis ça fait 20 ans qu'ils ont mis, on va dire, leurs gros produits qui a atteint plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. Et ben en seulement 2 ans, presque 2 ans, leurs nouveaux produits qui viennent de sortir font exactement le même chiffre d'affaires que des produits qui peuvent exister depuis 10 ans. Montrant aussi très fortement la croissance de leur Mounjaro, avec justement une croissance Nestlé will have grow plus de 30% de croissance de ces nouveaux produits. Donc il y a énormément de data que je comprends pas forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs médicaux. Notamment ici, il y a pas mal toutes leurs trials, donc tous leurs tests sur leur médecine, avec justement les potentiels résultats, le nombre de patients, les phases, etc. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Hein, aussi forcément tout ce qui est FDA, donc de passer les contrôles médicaux légaux, autorisation de justement vendre ces médicaments. Donc ils expliquent justement où ils en sont en fonction des différents médicaments. Donc je vous conseille, hein, si vous êtes intéressé par la boîte, justement de lire ça, parce que forcément sont extrêmement intéressantes. Hein. Et voilà, on voit une growth de plus de 30% des sales depuis chaque quarter. Et notamment, ça c'est le Verzenio, le Janance, Polycide et le Mounjaro. On voit justement, donc Mounjaro, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, enfin 2 milliards, une augmentation de 2 milliards par rapport à l'année d'avant, sur le simple quarter. Donc on est sur une croissance on a plus de 60% de croissance on a plus de 60% presque de croissance sur chaque quarter. Donc vous imaginez bien, on peut pas croître de 60% tous les quarters non plus. Même si maintenant on fait que la moitié, 40-50%,
et tu maintiens ça sur 2-3 années, ça fait des potentiels de chiffre d'affaires totalement monstrueux. Et à l'heure actuelle, justement, le produit qu'ils vendent, il reste encore pas libre de vente, parce que justement, ils ont des stocks encore assez limités. Donc, ils peuvent pas se permettre justement ils n'ont pas la quantité, la capacité de produire autant que la demande. Mais celle-ci est augmentée, ils ont augmenté leur capex, donc leurs dépenses justement dans leurs usines pour en produire plus. Donc on peut imaginer que justement la croissance reste encore extrêmement forte sur plusieurs années. Et typiquement, forcément, la nouvelle a fait plaisir au marché, hein. Les earnings ont été là, donc il y a eu un gros gap up qui a fini down, hein. Bon, c'est la volatilité du marché. Et voilà, I hope on Mounjaro, The Bomb Performance. C'est vrai que je n'ai pas regardé The Bomb. Non, The Bomb n'est pas encore en vente. Approuvé and launch in Q3 2023. Ok, donc pareil, ils ont des grosses attentes pour The Bound. The Bound, je sais, j'ai pas regardé à quoi servait ce médicament. FDA approval. Available, allowing patient to find independent healthcare provider. Tirzepatide injection. Ah ok, il me semble que c'est pareil, c'est un de leurs GLP, si je ne m'abuse. Faudrait que je relise un coup. Tirzepatide. Alors attends, il me semble que c'est ça, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Tirzepatide injection et Tirzepatide. Hop. Non, ça c'est un autre. Enfin, il y a énormément de documents que je connais pas forcément, donc. Alright, donc je vous laisse. Vous trouvez directement tout sur leur site, mais en fait, c'est totalement du coup en cohérence avec la narrative qu'on avait, justement d'une croissance très forte du nouveau marché. Hein, donc, c'est pas un nouveau marché, mais c'est justement une nouvelle drogue qui permet justement d'exploser un marché qui était méconnu avant, qui avait une mauvaise réputation, et potentiellement maintenant avec justement les changements des médicaments, leur capacité à être beaucoup moins nocifs pour le corps, va permettre justement de changer les idées. Et on voit très rapidement que celui-ci est extrêmement apprécié par les gens. Donc voilà un peu. Donc Novo, c'était pareil. Ils avaient à peu près la même charte justement de leurs nouveaux produits qui permettent une énorme croissance. Donc c'est clairement, ces deux sociétés ont totalement un duopode. Donc j'avais même tweeté que pour moi justement à terme, je voyais clairement Novo est passé normalement, il me semble, comme la plus grosse société européenne. Donc je serais peut-être biaisé ou pas, mais pour moi, elle a tout, justement, elle a encore énormément de croissance dans son, on va dire, dans son, un énorme, reste un potentiel de croissance très fort au niveau de son chiffre d'affaires. Donc pour moi, je vois clairement comme la prochaine compagnie, la première compagnie européenne à atteindre potentiellement le trillion de market cap. Donc à l'heure actuelle, on est à 3,6 trillions d'EK, donc c'est la monnaie norvégienne. Donc c'est 500-600 milliards d'euros. Donc clairement, ça me rendrait pas fou de justement dans 2 ans de l'avoir à 1600 et donc potentiellement à avoir le milliard de chiffre d'affaires, le trillion, le premier trillion de market cap. Sachant que la deuxième, il me semble que c'est LVMH. Donc LVMH serait pour moi à moins de croissance potentielle que Novo. Donc voilà. Donc c'était un peu tout pour Esta. Je sais que je dois en parler à terme. Il y aura une vidéo avec. Nvidia, typiquement, voilà, on parlait des 700. Là, il brise les 700. Hein, donc ça fait il y a quand même une sacrée pelle courbe. Ce qu'on regardait tout à l'heure avec les gens au début, c'était que en fait, nous on se fait chier à être sur le BTC. Mais quand on regarde Nvidia, typiquement, en fait, depuis 2021, hein, il aurait mieux fallu investir sur Nvidia que sur le BTC. Hein. On avait un beau range.
Voilà, vous achetez le bas du range, et au pire, vous TP au moment où ça fait un gap up. Vous aurez été bien. Hein. Mais ça montre justement la capacité de, vous voyez sur la charte, hein, monstrueuse de Nvidia, qui atteint maintenant du coup 1,7 trillion. Donc encore x2 et elle est la plus grosse market cap j'allais dire du monde, je sais pas où est Aramco. Je sais qu'Aramco est monstrueuse aussi en termes de market cap, c'est une entreprise saoudienne, celle qui gère le pétrole. Mais surtout Apple, Microsoft qui sont autour de 3 trillions. Typiquement, Nvidia pour l'instant a la moitié de celui-ci. Hein. Bon, certes, Nvidia est beaucoup plus cher que Microsoft en termes de quand on va regarder le cours de l'action par rapport à aux bénéfices que la boîte fait. Mais par contre, Nvidia a un potentiel, elle est pricée avec une croissance extrêmement forte et beaucoup plus forte que Microsoft peut l'être. Comme je dis, c'est pour l'instant, le marché sont extrêmement poussés sur la thématique IA. Et Nvidia, c'est l'un des monopoles en termes de hardware pour l'IA. Donc pas étonnant justement qu'on se retrouve avec un truc qui arrache absolument tout. Hein. Comme je vous dis, les narratives sont toujours ce qui est plus fort dans les marchés financiers, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés financiers classiques. Et vous le voyez devant vous. Justement, Meta a été un bon exemple aussi. Hein. Narratif complètement immonde avec l'investissement dans le métaverse qui était absolument pas payé, etc. Et maintenant, tout le monde se jette sur Meta comme boîte d'IA, etc. Donc, les narratifs font changer extrêmement rapidement les prix, et les prix font changer extrêmement rapidement les biais des gens. Typiquement. Voilà un peu pour ça. Donc, pour moi, Nvidia, j'en parlerai. Donc, je ferai la première vidéo thématique. Je pense que je voulais faire Marvel plus Esta, mais je pense que pour l'instant, on va tester directement. Juste, je vais commencer par Marvel. Et vous me direz justement vos retours, la structure un peu de justement présenter la boîte, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi j'en parle. La boîte en général, c'est sa santé économique, sa santé financière et les catalyseurs possibles. Donc typiquement, c'est ce genre justement de structure que je présenterai quand je présenterai une boîte. Et si ça vous va, je pourrais multiplier justement ce genre de présentation sur des boîtes qui vont m'intéresser. Hein, parce que je ne vais pas présenter des boîtes qui ne vont pas m'intéresser. Ce serait un peu ça serait un peu débile de faire l'exercice. C'est pas débile de faire l'exercice, ça m'entraîne sur des boîtes qui m'intéressent pas forcément, mais on va dire que c'est doublement efficace. J'ai deux fois plus envie de travailler dessus, quoi, parce que déjà elle m'intéresse et que deux, ça va m'entraîner. Donc typiquement voilà, j'espère que justement cette vidéo vous plaira, en espérant qu'elle sort dans pas trop longtemps. Et après, pour tout ce qui est thématique IA, justement, qu'on a en portefeuille, hein, donc Celestica et Bellbed, eux restent justement toujours sur leurs ATH, enfin sur leurs ATH. Bellbed est sur ses ATH, mais CLS elle est encore loin de ses ATH. Après, j'ai pas regardé, effectivement, elle avait potentiellement beaucoup moins d'actions à l'époque, et maintenant beaucoup plus, donc son market cap pourrait être supérieur au market cap avant, un peu comme des cryptos comme Avax, etc. On a l'impression qu'elles sont loin de leur market cap total, mais en soi, loin de leurs ATH. Mais quand on regarde au nombre de jetons en fait à l'heure actuelle par rapport à avant, on y est presque. Quoi. Avax, on y est peut-être pas presque quand je parle à Avax. Je crois qu'en Avax, il faut encore faire un x2. C'est simple pour être sur ses ATH, mais en termes de prix, il faudra limite faire un x3. Quoi. Donc, faut pas oublier non plus l'inflation que peuvent avoir les entreprises en augmentant le nombre d'actions et les cryptos en augmentant leur nombre de jetons. Donc voilà, avant de parler justement shitcoin, je vous présentais des shitcoins en action dans les marchés traditionnels. Hein, donc forcément, vous avez dû voir Alibaba a posté ses earnings qui étaient en accord avec un petit miss, un peu en dessous des forecasts sur les revenus, mais qui restait encore extrêmement solide, avec en prime en plus une augmentation
de leur plan de buyback. Hein, donc ils vont racheter en plus grande quantité les actions de leur boîte. Hein. Donc maintenant ils ont 35 milliards à allouer en achat d'actions jusqu'en 2027, il me semble. Donc 35 milliards à l'heure actuelle, c'est près de 15 à 17% de leur market cap. Cependant, je dis bien cependant, sur le papier, ils ont jusqu'en 2027 pour faire ces achats-là. Donc ils auraient pu potentiellement, pour pousser leurs actions plus haut, plus efficacement, mettre potentiellement une deadline beaucoup plus courte que 2027 pour les acheter. Typiquement, tu leur mettais 2025 ou même fin 2025, je pense que les marchés auraient déjà pris cette news comme très bonne et de façon à être bien meilleure qu'on peut avoir comme résultat à l'heure actuelle, qui est que ça dump quand même de 6% derrière, parce qu'il y avait potentiellement d'autres attentes qui n'ont pas été justement aussi battues qu'on s'y attendait. Hein. Typiquement, quand on regarde les news, il me semble qu'effectivement, une des grosses thématiques que Baba a, enfin une grosse narrative qu'elle a, c'est l'IPO. L'IPO de Ant, donc Ant qui était sa partie justement bancaire de faire des prêts aux particuliers. Donc ça, c'est ça qui a causé déjà sa chute à l'époque et le crackdown de l'économie chinoise par Xi Jinping. Mais on avait déjà eu des rumeurs comme quoi celle-ci allait être potentiellement réautorisée. Mais pour l'instant, justement, Alibaba, on le voit sur la news. Pour l'instant, ils ne veulent pas rush l'IPO. Hein. Not rushing IPO of unit given challenging market conditions. Donc ils s'attendent que que les conditions de marché soient meilleures. Donc forcément, si eux-mêmes disent que les conditions de marché ne sont pas optimales, les gens ne sont pas optimistes de fou sur le marché. Hein. Si même eux ils le disent, forcément les gens vont l'être encore beaucoup moins. Donc derrière, JD.com aussi chute. Hein. Donc là où je m'attendais justement potentiellement à une cassure justement d'une première résistance, en fait on va continuer à vomir pour l'instant. Donc c'est l'économie chinoise, hein, donc il faut s'accrocher. Le but c'est pas d'acheter aujourd'hui et de revendre demain. Donc il faut simplement patienter. Donc c'était ce qu'il y avait à l'époque. Et ce que je dis, si vraiment ça se détériore de façon très forte, c'est pas coupure de toutes les positions, c'est que je couperai en partie les positions. Donc typiquement, j'ai trois grosses positions. Donc j'avais une position sur le HSI, une position sur Baba, une position sur JD.com. Typiquement, je couperai une des trois positions qui sera sûrement le HSI pour me focaliser sur les entreprises pris en stock picking. Mais pour l'instant, on n'est absolument pas sur mes niveaux de justement stop loss. Il y a juste, je veux dire, ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs semaines, voire mois, c'est de patienter. Alright. Crypto maintenant. Crypto.com, crypto, hop. Donc je vois en plus qu'en ce moment, on parle, mais les cryptos accélèrent. Donc voilà, on est retourné, on voit gros coup de flip avec justement tous les gens qui se mettent à paniquer à l'époque avec la news de ETF. Ok, ça déçoit tout le monde, c'est the news event. Et derrière, en fait, on fait un bear trap. Hein, tous les vendeurs, on les trappe. On squeeze up et on retourne justement au range. Et là, le truc, c'est on va voir effectivement qu'est-ce qu'on va faire. Mais surtout, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on maintient pour l'instant une zone. Là où si vraiment c'était bear, sell the news, etc., on aurait pu très facilement ne pas récupérer le bas de range et continuer à sell out assez fortement. Pour l'instant, le marché latéralise et à chaque fois que le marché latéralise, ça peut prendre du temps, mais normalement en trend haussière, ça finit toujours par continuer du côté de la trend. Hein. Les ranges, souvent en tendance haussière, un range a plus de chances quand même de casser vers le côté de sa tendance. Comme à l'époque, hein, on avait eu un gros down, on avait fait un range, un gros down. Donc après, on peut toujours avoir des ranges et des reversals, hein. Ça c'est tout à fait possible aussi. Mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a absolument pas à paniquer. On est revenu très rapidement sur les hauts de range, enfin très rapidement. On a pris du temps, mais on est retourné sur les hauts de range et on verra la réaction. Hein.
Comme je dis, il n'y a rien à faire sur les cryptos. Il n'y a pas à flipper. Si le marché était vraiment aussi faible qu'on nous le disait, on ne serait pas là à maintenir des prix à 44K. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à avoir. Il me semble que ETH-BTC a rebondi vite fait. Bon, c'est très léger, il faudra voir la tronche pendant plusieurs semaines. Donc voilà, le TH reste quand même toujours en follow-up. C'est toujours bien. Et on peut voir justement quelques cryptos, Avax forcément a rebondi comme les autres cryptos peuvent rebondir. Arbitrum aussi. Il me semble que même pour en parler, je crois que j'avais... Tac. Merde, il est passé. Bon, lui, il rebondit pas, mais il a rebondi assez fortement, je crois, par rapport à une news, il y a quelques jours. Donc ENS aussi, c'était pas trop mal, même si bon, la bougie daily maintenant n'en voit pas du rêve. Mais voilà, je veux dire, on est là pour patienter, on se fait chier, voilà, je veux dire, on a eu quelques mois de folie qui sont enchaînés. Il y a bien des moments où il faut latéraliser. Et c'est typiquement un moment qu'on va latéraliser et on peut le faire encore pendant des mois. Et ce serait absolument pas bière. Ce serait quand même légèrement dommage quand on voit justement la capacité au marché américain de percer les résistances comme s'il n'y en avait pas, d'être sur le all-time high, alors que nous, les cryptos, on n'est pas absolument pas sur le all-time high, on est juste, on a retourné à un milieu, on est à les milieux, on est un peu plus haut que les milieux, le milieu de range, mais voilà. Donc après, voilà, on a fait une énorme explosion, on a fait une bulle en 2020. C'est normal qu'on ne va pas rush directement sur les attaches d'une bulle. Donc maintenant, faut juste patienter. Et attendre que le marché vienne où on a envie que ce soit intéressant. Donc que ce soit en haut pour TP ou en bas pour racheter. Donc voilà. Ouais, Solana, j'avais vu Solana, et pareil, j'en ai parlé un petit peu au début. Solana, j'avais vu la news comme quoi le network avait arrêté de fonctionner. Bon, comme je dis, ça sert à faire sur les cryptos. Le côté fondamental, on s'en fout un peu. Donc on voit bien que le marché en a rien à foutre que le réseau soit déconnecté. Les prix se maintiennent. Donc encore pour commenter qu'effectivement le fonda, souvent dans les prix, c'est un peu la poubelle, quoi. Donc voilà. Niveau crypto, je crois que c'est à peu près tout. Puis il n'y a pas énormément de choses à rajouter en plus. Donc là, j'ai un panier forcément de crypto random qui font des rebonds. Ça, c'était des trucs bien dead de l'époque. Hop. Je regarde un peu les coins qu'on a pu avoir à un moment. On voit clairement qu'il y a des cryptos qui forcément profitent bien plus qui ont bien plus profité du rebond à l'époque. Et il y en a d'autres qui restent quand même surtout sur beaucoup de low. Donc là, je regarde Hook, GMX, n'a absolument pas profité du bull run. FX6, bon après c'est des cryptos à la con. Mais on le voit qu'ils sont forcément en retard. Et il y a toujours la question, est-ce que les cryptos en retard sont dédiés à le rattraper à un moment ou à un autre? Pas forcément. Faut pas se faire avoir que forcément faut all crypto qui est en retard parce qu'elle va rattraper son retard. Ça peut être toujours un dead coin comme d'autres coins que je pense à Komodo. Ça fera sourire Az quand il écoutera le replay. Mais voilà, c'est des trucs complètement morts et ça peut ne jamais revivre. Donc ça, faut pas. Comme je dis, c'est aussi beaucoup, faut se focaliser sur les narratives. Donc les prochaines narratives, ce sera clairement pour moi, comme je l'explique, c'est une de mes positions stratégiques dans mon portefeuille crypto, narrative ETH. Donc ça, typiquement, je sais qu'on aura des news, ça va faire parler dans les prochains mois, que ce soit dans leur mise à jour ou en ETF. Donc typiquement, quand ça fait parler, c'est toujours bon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas forcément de mauvaise puce. Bon,
Quand on voit Solana, il y a de la mauvaise pub, ils peuvent y avoir de la mauvaise pub pour les cryptos. Mais en tout cas, voilà, je sais que la narrative ETH, ce sera sûrement, on va créer justement beaucoup de demandes. On va éviter, juste muter mon téléphone pour éviter d'avoir les bips à chaque fois. Donc voilà. C'est à peu près tout. Je sais pas si vous avez forcément des questions, n'hésitez pas. Ça me donnera plus de manières à dire, mais j'ai fait à peu près le tour. Toc, toc. Quand on regarde le total, hop, je reprends ça. C'est les gribouillages que j'ai pu faire à l'époque. Donc voilà, un total 2, c'est comme d'hab, toujours milieu de rien. Total 1 sous résistance, stand-by. ETH, on est clairement sous résistance, donc ça peut casser et accélérer fortement sur la prochaine résistance à 3005. C'est typiquement ce que je joue. Donc à voir si ça le fait. Sinon, on aura potentiellement un autre pullback entre 1800 et 2000 qui sera intéressant à reprendre, que je n'hésiterai pas à renforcer. Sinon, en attendant, stand-by quoi. Alright. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci, on peut cut pour là. Ok, pas de souci. Je vais couper déjà dans un premier temps sur YouTube, ça ne sert à rien. Je vais continuer un peu à parler à côté si vous le souhaitez, si vous avez peut-être d'autres choses à dire. Je cut le replay YouTube. Donc pour YouTube, n'hésitez pas, la prochaine vidéo ce sera le briefing qui sera enregistré du coup dimanche prochain, en espérant qu'il y a un peu plus de volatile sur les cryptos en tout cas. Et normalement je publierai la semaine d'après la vidéo thématique sur Marvel.